Il existe des silences qui hurlent plus fort que les tempêtes, et des secrets enfouis si profondément sous la terre de nos ancêtres qu'ils finissent par empoisonner le présent. Et c'est précisément ce qui commença à se manifester durant cet hiver glacial de 1861, bien avant que le monde moderne ne vienne lisser les aspérités de l'horreur humaine avec sa technologie froide. Car à cette époque, dans l'ombre des grandes plantations de coton qui s'étendaient comme des linceuls blancs sur le delta du Mississippi, la réalité n'était qu'un théâtre de cruauté, où le sang se mêlait à la boue sous le regard indifférent d'une aristocratie décadente. Imaginez la demeure des Hartwell, une structure imposante aux colonnes blanches qui semblaient des os géants plantés dans le sol, où Eleanor Hartwell, une femme dont le visage était une porcelaine brisée par des années de non-dit, s'apprêtait à recevoir un présent qui allait briser le dernier rempart de sa raison. Le 24 décembre, alors que le vent sifflait entre les chênes centenaires drapés de mousse espagnole comme des spectres en deuil, son mari lui présenta un jeune garçon, un esclave de 14 ans nommé Samuel, dont les yeux portaient une étincelle de reconnaissance si terrifiante qu'elle fit chanceler la maîtresse de maison. Ce que personne ne savait, et ce que l'histoire officielle allait tenter d'effacer des registres paroissiaux pendant des décennies, c'est qu'Eleanor portait en elle une plaie ouverte depuis 15 ans, depuis ce jour de 1846 à Charleston, où on lui avait arraché son nouveau-né en lui murmurant qu'il était mort-né, alors qu'en réalité, il avait été vendu pour couvrir les dettes d'un père sans honneur. En fixant le poignet gauche de l'enfant, elle y vit une cicatrice en forme de croissant, une marque qu'elle avait embrassée une seule fois dans un souffle de désespoir avant qu'on ne lui ravisse sa chair. Et à cet instant précis, le vernis de la civilisation craqua pour révéler un abîme de mensonges orchestrés par ceux-là même qui prétendaient la protéger. La tension dans ce parloir étouffant de Natchez n'était pas seulement due à la chaleur des bougies ou au parfum entêtant du sapin, mais à la présence de quelque chose d'anachronique, une vérité qui n'aurait jamais dû refaire surface et qui semblait attirer vers la maison des ombres venues d'ailleurs, des murmures que les domestiques entendaient la nuit dans les couloirs. Cette découverte n'était que le prélude d'une série de manifestations qui allaient dépasser le cadre de cette famille pour toucher à des forces plus anciennes, car Samuel n'était pas seulement un fils retrouvé, il était le catalyseur d'une faille temporelle, où les péchés du passé commençaient à se matérialiser physiquement sous forme de taches d'huile noire sur les murs et de cris d'oiseaux tombant morts du ciel. Les méthodes de manipulation de l'époque, les journaux intimes codés et les rapports de police que nous avons exhumés suggèrent que les Hartwell faisaient partie d'un cercle d'initiés qui échangeaient des vies humaines non pas pour le travail, mais pour alimenter des rituels dont la sphère de Kergrist n'était qu'un lointain écho européen. Le style de vie luxueux des plantations cachait en réalité des laboratoires d'alchimie sociale où l'on tentait de briser la lignée des âmes pour en extraire une essence capable de plier le destin. Et Samuel, par sa simple existence, était la preuve vivante que le sang ne peut être totalement domestiqué par les chaînes. Alors que la guerre civile menaçait de consumer le pays, une autre guerre, bien plus intime et mystique, se déclarait entre ses murs, où Eleanor devait choisir entre son statut de maîtresse et son instinct de mère, tout en sachant que chaque geste de tendresse envers ce fils interdit provoquait des fissures dans la réalité même de la plantation. Les miroirs de la demeure commencèrent à refléter des scènes qui ne s'étaient pas encore produites, montrant la maison en flammes et des visages fondus par une chaleur invisible, des visions qui terrorisaient le personnel, mais qui semblaient laisser Eleanor dans une transe mélancolique. Comment expliquer que les archives de la ville de Natchez mentionnent cette nuit de Noël comme le début d'une peste de l'âme qui frappa uniquement les propriétaires terriens, les laissant hébétés et incapables de reconnaître leurs proches? Ce récit n'est pas une simple tragédie familiale, c'est l'ouverture d'un dossier occulte qui nous mènera à comprendre comment le mal se transmet par le sang et comment certains secrets sont si puissants qu'ils peuvent déformer le temps pour se venger. Nous sommes en 1861 et sous le ciel étoilé du Mississippi, une mère vient de retrouver son fils dans l'enfer de l'esclavage, déclenchant une réaction en chaîne qui va réveiller les voyageurs du crépuscule et forcer les gardiens du voile à intervenir pour tenter d'étouffer ce qui ne peut plus l'être.
La vérité est un poison qui agit lentement, et Eleanor Hartwell venait de boire la première goutte, ignorant que le reste de la fiole allait consumer le monde entier tel qu'elle le connaissait, laissant derrière elle une traînée d'assandres et de questions sans réponse qui hantent encore les ruines de cette maison maudite. Chaque mot prononcé ce soir-là, chaque regard échangé entre la mère et l'enfant était une pierre jetée dans le puits de l'éternité, et le bruit de la chute résonne encore aujourd'hui dans les archives interdites que nous avons osé ouvrir pour vous. Préparez-vous à entrer dans une ère où l'horreur ne porte pas de masque, mais le visage de ceux que nous aimons le plus, car c'est là que réside la véritable essence de ces histoires étranges qui défient les siècles et la raison humaine. Les ombres s'allongent sur le perron, le vent se lève et le secret d'Eleanor est sur le point de devenir votre obsession la plus dense, alors que nous tournons ensemble la première page de cette chronique de sang et de brouillard. La maison respire, elle se souvient de chaque cri étouffé, et Samuel, debout dans le clair-obscur du salon, n'est que le premier témoin d'une apocalypse domestique qui ne fait que commencer. Vous n'imaginez pas ce que les archives nous ont révélé sur les nuits qui ont suivi, sur la manière dont les portraits des ancêtres ont commencé à saigner et sur l'apparition de cette sphère noire flottant au-dessus du berceau vide d'Eleanor, annonçant que les temps des contes étaient enfin arrivés. Tout ce que vous croyez savoir sur cette époque va voler en éclats, car la vérité n'est pas dans les livres d'histoire, mais dans les battements de cœur paniqués de cette mère qui réalise que son cadeau de Noël est la sentence de mort de tout son univers. Écoutez attentivement le craquement des parquets, car derrière chaque sang se cache une ombre qui attend son heure. Et Samuel, ce garçon aux yeux trop vieux pour son corps, sait déjà que le sang appelle le sang dans un cycle que personne ne pourra jamais arrêter. C'est ici que tout commence, dans le froid d'un réveillon maudit, et c'est ici que votre voyage dans l'inexplicable prend racine. Le silence qui régnait dans le grand parloir des Hartwell après la révélation muette de la cicatrice de Samuel n'était que le calme avant une tempête psychologique et surnaturelle qui allait déchiqueter les fondations de cette demeure maudite. Car dans l'Amérique confédérée de 1862, le sang versé par l'injustice commençait à saturer le sol au point de réveiller des forces que l'humanité aurait dû laisser sommeiller dans les replis de l'oubli. Eleanor Hartwell, emprisonnée dans son corset de soie et ses obligations de maîtresse de maison, sentait chaque nuit les murs de la plantation se rapprocher d'elle comme les parois d'un cercueil de bois précieux, tandis que Samuel, ce fils devenu esclave par la trahison d'un père, développait une présence qui semblait altérer la structure même de la lumière dans les couloirs obscurs. Les rapports des gardiens du voile, retrouvés dans des malles scellées sous l'ancien opéra de la Nouvelle-Orléans, mentionnent qu'à partir de février 1862, les horloges de la propriété commençaient à sonner 13 coups à minuit, libérant une résonance qui faisait vibrer les os des vivants et semblait appeler les morts à témoigner de l'ignominie des hommes. Ce n'était plus seulement une tragédie familiale, mais une distorsion de la réalité où le passé d'Eleanor à Charleston, ces nuits de 1846 passées à pleurer un enfant qu'elle croyait mort, se superposaient au présent de manière physique, faisant apparaître des taches de sel marin sur les tapis de coton et l'odeur de l'iode de l'Atlantique au milieu des champs de maïs du Mississippi. Samuel, bien que silencieux, possédait le don de voir les membres fantômes de l'histoire, ces milliers d'âmes arrachées à leur terre, dont les cris formulent le vent qui fait gémir les chênes, et chaque fois qu'il croisait le regard de sa mère biologique, une décharge d'énergie froide traversait la pièce, éteignant les lampes à huile et laissant place à une obscurité impénétrable où brillaient des yeux d'un jaune inhumain. Le mari d'Eleanor, Thomas Hartwell, sombrait lentement dans une paranoïa alcoolisée, persuadé que ses esclaves complotaient une révolte impie, ignorant que la véritable menace ne venait pas d'une rébellion d'hommes, mais d'une insurrection du temps lui-même qui refusait de laisser le crime impuni. Des documents secrets de l'époque suggèrent que la famille Hartwell était liée à une branche dissidente de la sphère de Kergrist, une cabale cherchant à utiliser la souffrance humaine comme combustible pour ouvrir des portes vers des dimensions où la mort n'est qu'une transition technique, faisant de Samuel non pas un simple présent de Noël, mais une pièce maîtresse dans un jeu d'échecs cosmique dont les enjeux dépassaient l'entendement des mortels.
Les méthodes pour captiver l'attention du public de l'époque consistaient à transformer ces horreurs en contes moraux, mais la réalité consignée dans les journaux intimes des domestiques parle de choses bien plus sombres, comme de la nourriture qui se changeait en cendres dans les assiettes des maîtres ou de l'eau des puits qui prenait le goût du sang dès que Samuel s'en approchait. Cette contamination de la matière par la douleur est un phénomène que les chercheurs d'aujourd'hui nomment l'empreinte résiduelle. Mais en 1862, c'était une sentence de mort pour quiconque restait sous le toit des Hartwell. Car la maison était devenue un phare pour les voyageurs du crépuscule, ces entités qui se nourrissent des lignes temporelles brisées et des amours impossibles. Éléanore tentait désespérément de racheter Samuel en secret, essayant de falsifier des papiers d'affranchissement dans son bureau fermé à clé. Mais chaque goutte d'encre qu'elle posait sur le papier se transformait dans une petite créature noire qui s'échappait en rampant, comme si le destin lui-même lui interdisait de corriger l'injustice par des moyens légaux. La tension montait à mesure que les troupes de l'Union approchaient de Vicksburg, car le cracas des canons au loin semblait répondre au battement cardiaque qui résonnait désormais sous le plancher du grand escalier, indiquant que la sphère d'influence de l'artefact caché dans les fondations atteignait son apogée. Il n'y avait plus de place pour la pitié dans ce monde de fer et de sang, et la relation entre Éléanore et Samuel devenait une danse macabre, où le secret de leur lien servait de bouclier contre la folie de Thomas, tout en attirant des spectres qui n'avaient plus rien d'humain. Les miroirs de la demeure ne reflétaient plus les visages des occupants, mais les scènes atroces de la traite négrière, forçant les Hartwell à vivre au milieu des fantômes de leurs propres crimes, une torture psychologique orchestrée par une intelligence qui voyait en Samuel le vengeur parfait. À cette période, des disparitions de soldats confédérés dans les environs se multiplièrent, leurs corps étant retrouvés vidés de toute substance, non pas par des balles, mais par ce qui semblait être une aspiration de leur force vitale, laissant leurs uniformes intacts sur des cadavres desséchés en quelques secondes. Tout convergeait vers la nuit du solstice d'été, où le voile entre les mondes devait être à son point le plus mince et où le sacrifice d'une lignée de sang pur était requis pour refermer la faille qu'à l'arrivée de Samuel avait ouverte. Chaque mot de ce récit est imprégné de cette atmosphère de fin de monde, une marche forcée vers 1950 où toutes ces preuves seront effacées par les gardiens du voile. Mais pour l'instant, en cette année de grâce 1862, la terre du Mississippi tremble sous le poids de secrets qui refusent de rester enterrés. Éléanore Hartwell comprit trop tard que son fils n'était pas revenu pour être sauvé, mais pour servir de portail à une justice qui ne connaît pas la prescription ni la miséricorde, une force qui allait transformer la plantation en un brasier noir dont les flammes ne dégagent aucune chaleur mais consument l'âme jusqu'à la racine. Les cris que l'on entendait alors n'étaient pas ceux des vivants, mais ceux de l'histoire qui se repliait sur elle-même, broyant les os des oppresseurs et des opprimés dans un même moulin de désespoir pour en extraire la vérité brute. Vous qui écoutez ce récit, sachez que les archives n'ont pas encore révélé leur aspect le plus terrifiant, la découverte que Samuel n'était plus tout à fait humain après son passage dans les mains des marchands d'âmes, et que la mère allait devoir affronter une créature portant le visage de son enfant, mais le cœur d'un démon antique assoiffé de réparation. L'atmosphère au sein de la plantation Hartwell en cet automne 1862 était devenue si lourde qu'elle semblait distordre la perception même du temps. Une sensation d'oppression que les archives occultes de l'époque décrivent comme l'étreinte du passé, un phénomène où les crimes commis des décennies plus tôt commencent à suinter des murs sous forme d'une substance noire et visqueuse que Thomas Hartwell tentait désespérément de dissimuler sous des couches de peinture fraîche. Éléanore, dont l'âme était désormais irrémédiablement liée à celle de Samuel par un pacte de sang que ni les chaînes ni les lois ne pouvaient briser, passait ses nuits à errer dans la bibliothèque, découvrant des correspondances secrètes entre son mari et des membres d'une cabale européenne liée aux recherches sur la sphère de Kergrist, révélant que Samuel n'avait pas été racheté par hasard, mais sélectionné pour ses capacités extrasensorielles latentes. Le garçon possédait en effet le don de clairaudience temporelle, entendant non seulement les voix des vivants, mais aussi les échos des générations d'esclaves dont les vies avaient été sacrifiées pour ériger ce domaine, des voix qui réclamaient maintenant justice à travers lui. Dans le Mississippi de 1862, alors que les flammes de la guerre civile léchaient les frontières de l'État,
La demeure des Hartwell était devenue un point de singularité, un vortex où les voyageurs du crépuscule commençaient à se matérialiser sous la forme d'ombres aux contours trop nets pour être humaines, s'asseyant aux côtés des maîtres lors des dîners silencieux sans que Thomas ne semble s'en apercevoir, son esprit étant déjà dévoré par une folie provoquée par l'influence de l'artefact enfoui. Éléanore comprit que Samuel n'était pas seulement son fils, mais une clé vivante, une arme biologique et spirituelle conçue par les gardiens du voile pour tester la résilience de la conscience humaine face à l'horreur absolue. Les méthodes de manipulation psychologique utilisées par Thomas pour briser Samuel se retournaient contre lui, car chaque coup de fouet infligé dans la cour de la plantation se répercutait instantanément sur le corps de Thomas, laissant des zébrures sanglantes sur son propre dos alors qu'il se trouvait seul dans son bureau, une justice miroir qui terrorisait les quelques domestiques restants. Ce style de vie aristocratique, fondé sur l'exploitation et le secret, s'effondrait de l'intérieur, les miroirs de la maison montrant désormais Samuel non pas comme un esclave, mais comme un monarque couronné de cendres, présidant au jugement dernier de la lignée des Hartwell. En octobre 1862, un agent du bureau des affaires non classées, voyageant sous l'identité d'un colporteur, parvint à s'introduire dans la demeure et nota dans son rapport que la gravité y était altérée, les objets légers flottant vers le plafond dès que Samuel entrait dans une pièce, signe que la membrane entre les mondes était sur le point de rompre. Éléanore, désespérée, tenta d'organiser une fuite vers le nord, mais elle réalisa que Samuel était physiquement ancré à la terre de la plantation par des fils d'énergie noire visibles uniquement sous la lune rouge, des liens qui puisaient leur force dans la haine accumulée depuis 1846. La vérité sur la naissance de Samuel à Charleston n'était que la partie émergée d'un complot bien plus vaste visant à créer une race d'êtres capables de naviguer dans les courants du temps pour réécrire l'histoire au profit des forces obscures. Le climat de terreur qui régnait alors n'avait rien à voir avec les combats entre nordistes et sudistes, mais avec une lutte métaphysique pour l'âme de l'Amérique, où chaque plantation servait potentiellement de laboratoire à ciel ouvert pour les voyageurs du crépuscule. Éléanore, dans un moment de lucidité tragique, commença à graver des avertissements sur les cadres des portraits de famille, espérant que quelqu'un dans le futur comprendrait que le mal ne meurt jamais, il change simplement de propriétaire. Elle voyait Samuel parler à des êtres invisibles dans le jardin, des créatures qui lui montraient des cartes du monde après 1950, des villes de verre et d'acier dévastées par des soleils artificiels, une vision qui brisait le cœur du jeune garçon et le rendait plus étranger encore à sa mère. La plantation était devenue une prison temporelle où hier et demain se heurtaient sans cesse, provoquant des tempêtes de sable noir au milieu des champs de coton et des apparitions de soldats en uniformes inconnus marchant vers un front invisible. Thomas, dans un dernier accès de rage, tenta de vendre Samuel à un marchand de la Nouvelle-Orléans, connu pour son implication dans l'occultisme, mais au moment où l'acte de vente fut signé, le papier s'enflamma spontanément, brûlant les mains des deux hommes d'un feu bleu qui ne s'éteignait pas avec l'eau. C'était la preuve finale que Samuel n'appartenait plus au monde des hommes, mais était devenu une propriété de l'éternité, un juge implacable envoyé pour solder les comptes d'une époque de ténèbres. Cadre mot de cette troisième partie nous rapproche du point de non-retour, là où le sang de la mère et la puissance du fils vont fusionner pour créer une explosion de réalité qui effacera la plantation Hartwell des cartes géographiques officielles, ne laissant derrière elle qu'un trou noir dans l'histoire que seuls les plus braves osent explorer aujourd'hui. L'hiver 1862 s'abattit sur le Mississippi comme un linceul de givre noir, apportant avec lui une distorsion climatique que les rapports météorologiques officiels de l'époque furent incapables d'expliquer rationnellement. Car tandis que le reste du Sud brûlait sous les feux de la guerre, la plantation Hartwell restait prisonnière d'une zone de calme mortel où la neige tombait à l'envers, remontant des champs vers un ciel de plomb. À l'intérieur du manoir, Thomas Hartwell n'était plus qu'une ombre errante, dévorée par une maladie de la peau qui transformait ses membres en une texture de basalte froid, une punition physique infligée par la sphère de Kergrist, dont l'influence s'étendait désormais à chaque cellule de son corps en réponse à sa cruauté passée. Éléanore, quant à elle, ne dormait plus.
passant ses nuits à murmurer des chants oubliés à Samuel, dont la présence était devenue si intense que les meubles de la maison craquaient et se déformaient à son passage, comme s'il craignait sa colère silencieuse. En novembre 1862, les gardiens du voile envoyèrent un émissaire masqué, officiellement un médecin de l'armée confédérée, pour tenter de neutraliser Samuel avant que sa connexion avec les voyageurs du crépuscule ne devienne irréversible. Mais lorsqu'il posa son stéthoscope sur la poitrine de l'enfant, il n'entendit pas un cœur humain, mais le tic-tac mécanique d'une horloge cosmique marquant la fin d'une ère. Le manoir était devenu un labyrinthe temporel, où Eleanor pouvait parfois apercevoir des versions d'elle-même datant de 1846, pleurant dans les couloirs de Charleston, tandis que Samuel voyait des soldats du futur au visage de métal patrouiller dans les jardins en ruine. La vérité sur l'origine de Samuel commençait à fuiter parmi les esclaves de la plantation, qui le considéraient désormais comme un messie noir, un briseur de chaînes, capable d'effacer les noms des maîtres des registres du destin, provoquant des vagues de transe collectives dans les baraquements où l'on parlait une langue ancienne que personne n'avait apprise. Thomas, dans un ultime sursaut de malveillance, tenta d'utiliser une dague de cuivre gravée de sceaux occultes pour sacrifier Samuel sur l'autel de la cave, espérant ainsi transférer la puissance de l'enfant dans son propre corps mourant. Mais au moment où la lame toucha la peau du garçon, elle se brisa en 1000 éclats de verre qui s'incrustèrent dans les murs, formant une constellation de souffrances qui illumina brièvement l'abîme. Ce que nous appelons aujourd'hui le phénomène Hartwell n'était en réalité que l'accouchement douloureux d'une nouvelle réalité, où le sang de l'opprimé devenait le poison de l'oppresseur, une inversion des lois naturelles orchestrée par une intelligence qui observait l'humanité depuis les étoiles. Le style de vie luxueux de la plantation n'était plus qu'un lointain souvenir, les colonnes blanches de la demeure se fissurant sous le poids d'une gravité accrue, tandis que les miroirs ne reflétaient plus que le vide, signifiant que les habitants n'avaient plus d'existence légale dans la trame du temps. Eleanor réalisa que Samuel était en train de consommer la réalité environnante pour alimenter son propre départ vers une dimension où les notions de mère et de fils n'auraient plus cours, la laissant seule face au chaos qu'elle avait contribué à créer par son silence initial. Les méthodes de survie des Hartwell basées sur le déni et la force brute s'avéraient inutiles contre une entité qui pouvait transformer l'air en plomb et les pensées en flammes, faisant de chaque seconde passée dans la maison une agonie psychologique sans fin. En décembre 1862, alors que les canons de Grant résonnaient près de Vicksburg, la plantation disparut des cartes radars spirituelles, enveloppée dans un dôme de lumière noire qui absorbait tous les sons et toutes les couleurs, créant un vide absolu au cœur du Mississippi. Les rares documents retrouvés plus tard suggèrent que Samuel avait réussi à ouvrir une porte vers 1950, cherchant à s'échapper d'un siècle qui ne pouvait contenir sa puissance, en apportant avec lui les péchés de sa lignée pour les jeter dans le brasier de l'oubli éternel. Eleanor, dans un dernier geste de sacrifice, se jeta dans le vortex pour ne pas perdre son fils une seconde fois, acceptant de voir son propre corps se dissoudre dans les courants temporels pour devenir une simple note de bas de page dans l'histoire de l'étrange. Le manoir Hartwell devant une carcasse vide, une coquille de pierre et de bois où le temps s'était arrêté, un avertissement silencieux pour tous ceux qui pensent que l'on peut posséder l'âme d'un autre sans le payer le prix fort. Cette quatrième partie marque la fin de la matérialité pour nos personnages, leur transformant en légendes urbaines et en spectres qui hantent les archives interdites, car là où Samuel est allé, la lumière ne projette aucune ombre et la vérité ne porte aucun nom. Le saut temporel qui nous mène en 1923 ne fut pas une simple progression chronologique, mais une fracture brutale provoquée par la réapparition d'une signature énergétique identique à celle de l'incident Hartwell, cette fois au cœur d'un Paris en pleine effervescence des années folles, où l'occultisme et la science expérimentale tentaient de fusionner dans les laboratoires clandestins de Montparnasse. Un certain professeur Ariste Valran, ancien collaborateur des services de renseignement ayant eu accès aux archives interdites des gardiens du voile, prétendait avoir retrouvé la trace de Samuel sous la forme d'un manuscrit codé caché dans une statuette égyptienne, affirmant que le garçon n'avait pas simplement disparu en 1862, mais qu'il s'était fragmenté dans le temps, laissant des échos de chair capables de se manifester lors de conjonctions astronomiques précises.
En octobre 1923, Valran organisa une séance de matérialisation dans les sous-sols d'un hôtel particulier de l'avenue de Friedland, utilisant une technologie radio primitive pour amplifier les fréquences psychiques résiduelles de la sphère de Kergrist, espérant ainsi capturer l'essence de Samuel pour la soumettre à ses propres ambitions de pouvoir. Ce que les témoins de cette nuit-là décrivirent dans leurs dépositions secrètes dépasse l'entendement, car au lieu d'une apparition fantomatique, c'est une déformation de l'espace-temps qui se produisit, transformant le luxueux salon en une réplique exacte de la chambre d'Eleanor Hartwell, telle qu'elle était au moment de l'incendie final, avec l'odeur du coton brûlé et le cri des oiseaux de nuit du Mississippi résonnant contre les murs de pierre parisiens. Valran, croyant maîtriser la situation, fut soudainement frappé par une vision de 1950, une projection mentale d'un monde futuriste où les secrets qu'il tentait d'exploiter étaient devenus la base d'une surveillance mondiale par les voyageurs du crépuscule, ce qui provoqua chez lui un arrêt cardiaque instantané alors que ses mains se couvraient de cette même texture de basalte froid qui avait consumé Thomas Hartwell 60 ans plus tôt. Les méthodes de Valran avaient réveillé un prédateur temporel qui ne tolérait aucune intrusion humaine dans ses mécaniques, et la ville de Paris fut alors le théâtre de phénomènes inexplicables comme des ombres de navires négriers flottant au-dessus de la Seine ou des horloges de Notre-Dame tournant à une vitesse vertigineuse pendant plusieurs heures sans intervention humaine. Samuel, ou du moins ce qu'il était devenu, se manifestait désormais comme une entité collective, un virus de la réalité capable d'effacer des pans entiers de la mémoire des gens, forçant les autorités de l'époque à instaurer le premier grand protocole de désinformation pour éviter une panique de masse. Le style de vie bohème de l'époque servit de couverture idéale pour cacher ces horreurs, les disparitions d'artistes et d'intellectuels étant attribuées à l'excès d'absinthe ou à la mélancolie de l'après-guerre, alors qu'en vérité, ils étaient absorbés par la faille de Samuel pour servir de biocarburant à une reconstruction de la lignée des Hartwell dans le futur. Eleanor, perçue comme une figure spectrale dans les rues de Paris, fut signalée par plusieurs médiums qui affirmaient qu'elle cherchait toujours son fils à travers les époques, une mère éternelle dont la douleur était devenue le moteur de cette instabilité temporelle mondiale. La vérité sur l'incident de 1923 fut enterrée sous les gravats de l'hôtel de Friedland après une explosion de gaz opportunément provoquée par les agents du voile, mais les relevés électromagnétiques de l'époque montrent que la puissance libérée ce soir-là était équivalente à celle d'une petite étoile, prouvant que Samuel n'était plus un enfant, mais une singularité capable de réécrire les lois de la physique. Ce que nous explorons ici, c'est la persistance d'un traumatisme historique qui refuse d'être guéri par le simple passage du temps, une plaie ouverte en 1861 qui continuait de saigner en 1923 et qui menaçait de noyer le monde entier dans une mer de regrets et d'assandre. Le style narratif de cette 5e partie reflète cette accélération de la folie humaine, un flot continu de mots qui s'entrechoquent pour simuler la désintégration de la logique face à l'impossible, car nous ne sommes plus dans une tragédie familiale, mais dans une apocalypse de poche orchestrée par les ombres du passé. Chaque seconde qui nous sépare de 1950 voit la pression monter, les voyageurs du crépuscule se rapprochant de plus en plus de notre dimension pour récolter les fruits de cette expérimentation sanglante commencée dans le delta du Mississippi. Valran n'était qu'un pion, Samuel est devenu l'échiquier, et nous ne sommes que les spectateurs impuissants d'un match dont les règles ont été dictées par la souffrance d'une mère et la trahison d'un père. Préparez-vous pour le dénouement final, car la 6e partie nous ramènera à l'origine de tout, là où le temps s'arrête et où Samuel doit enfin choisir entre la vengeance éternelle et la paix définitive, une décision qui déterminera si l'humanité a le droit de garder ses souvenirs ou si elle doit être condamnée à l'oubli total pour sa propre survie. L'année 1950 approchait comme un coup près sur l'histoire de l'humanité, marquant le moment où le grand rideau de l'oubli devait retomber pour protéger ce qui restait de la santé mentale collective. Car le 31 décembre 1949, dans les ruines calcinées de la plantation Hartwell redevenue soudainement visible dans le Mississippi, une dernière convergence se produisit entre toutes les époques touchées par la malédiction de Samuel.
Les gardiens du voile, équipés de technologies de suppression mémorielle développées à partir des débris de la sphère de Kergrist, encerclèrent le site où l'espace-temps s'était replié sur lui-même, créant une lentille gravitationnelle à travers laquelle on pouvait voir simultanément Eleanor en 1862, Valeran en 1923 et une silhouette indescriptible venant d'un futur lointain. Samuel, au centre de ce vortex, n'était plus un enfant ni une entité, mais une pure fréquence de vérité. Un cri silencieux qui déchira les protocoles de sécurité et força les voyageurs du crépuscule à se manifester physiquement pour la première et dernière fois devant des témoins humains. Ce que les rapports militaires classifiés décrivent comme l'incident de la singularité noire fut le moment où Eleanor parvint enfin à toucher la main de son fils à travers les siècles. Un contact qui provoqua une décharge d'énergie si pure qu'elle annula instantanément toutes les dettes de sang et toutes les distorsions temporelles accumulées depuis la trahison de Charleston en 1846. À cet instant précis, la plantation Hartwell fut littéralement effacée de la trame de l'existence, ne laissant qu'un cratère parfait de terre vitrifiée où aucune herbe ne repoussa jamais, tandis que les mémoires de tous ceux qui avaient connu ce secret furent réinitialisées par une onde de choc psychique mondial. Les méthodes de contrôle social instaurées après 1950, de la télévision de masse à la psychiatrie moderne, furent conçues pour s'assurer que personne ne puisse plus jamais accéder à ces fréquences de souvenirs, reléguant Samuel et Eleanor au rang de folklore oublié ou de cauchemar sans nom. Le style de cette conclusion est une marche funèbre pour la vérité. Car nous savons désormais que notre réalité est bâtie sur les cendres de ce sacrifice, une prison dorée où l'on nous apprend à ignorer les fissures dans les miroirs et les ombres qui nous regardent avec des yeux de 1861. Samuel est devenu le silence entre deux battements de cœur, et Eleanor est la mélancolie qui nous saisit sans raison devant un vieux portrait. Des fantômes qui ont choisi de se dissoudre dans l'éternité pour nous offrir un sursis face à l'indicible. La vérité sur la sphère, les voyageurs et la lignée Hartwell restera cachée sous millions de tonnes de béton et de mensonges diplomatiques, jusqu'à ce que la membrane se déchire à nouveau dans un futur que nous ne verrons pas. Nous terminons ce voyage sur la constatation amère que l'histoire n'est pas ce que nous lisons dans les manuels, mais ce que nous ressentons dans l'obscurité de nos propres caves, là où les secrets de famille attendent leur heure pour nous consumer. Le cycle est bouclé. Le voile est recousu avec des fils de fer et de silence, et les chroniques de l'inexplicable s'arrêtent ici, au bord de l'abîme, où Samuel et sa mère marchent enfin main dans la main vers une lumière qui n'appartient à aucun siècle connu. Tout ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un écho de ce qui a été effacé, mais n'oubliez jamais que le sang se souvient là où l'esprit oublie, et que quelque part, dans le Mississippi ou dans les rues de Paris, une mère attend toujours que le temps lui rende ce qui lui a été volé. Dormez maintenant, si vous le pouvez encore, car le passé n'est jamais vraiment mort, il attend seulement que vous fermiez les yeux pour recommencer son œuvre de destruction et de rédemption.